Moi, je pense que ma carrière, elle continue, puis que j'apprends énormément en faisant ça, puis que toutes les connaissances puis les compétences que je développe, elles sont valables. Puis si tu demandes mon CV aujourd'hui, j'ai une grosse partie de mon CV, c'est d'être mère éducatrice. Puis je te détaille par A plus B pourquoi ça m'a rendue extrêmement compétente dans beaucoup d'affaires. Euh, donc, c'est de voir vraiment ça comme un projet. Bienvenue à Comme un jeu d'enfant, le podcast des apprentissages en famille du Québec. Ici, c'est l'espace rassembleur où la voix de l'école à la maison peut résonner librement. Allô, moi c'est Marie-Léna, en plein feu de l'action avec 2 enfants en école à la maison. Et moi, c'est Natacha, la maman has-been de l'école maison, retraitée après 11 ans de cette belle aventure. Chaque épisode, on jase école maison sans filtre. On partage nos réflexions, nos fous rires, nos flops, nos trouvailles. Et on tend aussi le micro à d'autres voix, parce que la diversité de parcours, ça mérite d'être entendu. Apprendre en famille, c'est du sérieux, mais c'est toujours plus amusant quand c'est comme un jeu d'enfant. Bon épisode! Donc, bienvenue tout le monde à notre 5e épisode de Comme un jeu d'enfant. Et aujourd'hui, on est accompagné de Marine Dumont. Bonjour! Bienvenue Marine à Comme un jeu d'enfant. Ça va bien? Ça va bien et vous? Oui, ça ça va va super super bien. bien. On avait très hâte d'échanger avec toi. On est sûr que tu vas avoir plein de choses qui vont intéresser les auditeurs. Est-ce que tu peux commencer au cas où il y a des gens qui ne te connaissent pas? Veux-tu te présenter à ceux qui nous écoutent? Peut-être dire un petit peu comment tu te définis en ce moment? Oui, bien sûr. Alors, mon nom, c'est Marine Dumont. Avant tout, je vais me définir comme une maman éducatrice. Donc, j'ai 3 enfants, 12, 9, presque 10, puis un petit de 3 ans. Alors, j'ai 3 enfants qui ont jamais été à l'école ou en garderie à temps plein, qu'on a beaucoup été ensemble. Euh, et en dehors de ça, je suis aussi accompagnante pour les familles qui font l'école à la maison. Donc, j'aide les mamans principalement, on va dire, à vivre une expérience qui est plus en accord avec ce qu'elles souhaitent. Et je donne également des conférences sur l'éducation à la maison. Super. Puis est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton parcours? J'ai cru, la dernière fois qu'on s'est parlé rapidement, là, avant d'enregistrer, j'ai cru comprendre que tu avais un parcours qui pourrait être bien différent. Fait que j'aimerais ça que tu partages ça avec nous. Un petit résumé. Des fois, c'est, Un c'est petit pas résumé. facile, là, mais faut Oui. qu'on ait un portrait un petit peu de votre famille. Oui, moi en fait j'ai été étudiante en éducation. Puis c'est au cours de mes études en éducation, donc en maîtrise en fait plus précisément, que j'ai découvert l'option de l'éducation à la maison. Ça a été un petit peu un coup de cœur, des rencontres qui changent le cours de la vie, puis qui changent la trajectoire. Et en fait j'ai même changé mon mémoire de maîtrise, mon sujet de maîtrise, travailler sur et étudier finalement l'éducation à la maison. À l'époque, ma fille venait de naître ou était vraiment toute petite. Donc, c'est quand même une option que je connaissais dès sa naissance, dans le fond, un petit peu un objectif lointain, une espèce d'envie, qu'on pourrait faire ça, c'est possible, ça se fait. Euh, Puis c'est ça, j'ai continué, j'ai terminé la maîtrise, j'ai débuté un doctorat que j'ai comme interrompu par la suite parce que finalement, au bout de 3 enfants, on a moins de temps pour se consacrer aux études universitaires. J'ai enseigné à l'université, en fait, aux futures enseignantes du Québec, donc à l'Université de Montréal. Puis ça, est-ce que durant tes cours là, d'enseignement et tout ça, est-ce que, donc toi, tu as vraiment, tu sais, t'es intrigué, t'es intéressé, mais est-ce qu'il y en avait que, tu sais, il y avait l'air d'avoir un jugement ou une fermeture? Comment c'était perçu, mais disons, de tes pairs? Est-ce que tu as vu un petit peu comment ils voyaient ça de leur côté? J'ai jamais rencontré beaucoup de fermetures. J'ai rencontré beaucoup de suspicions, beaucoup de questionnements. Euh,
Pour la petite anecdote, je me souviens une fois avoir été invitée dans un cours en gestion du changement, donc j'ai dû venir parler de mon expérience devant une vingtaine de futurs directeurs d'école. Donc c'est sûr qu'il y a des petites mains qui se lèvent puis qui posent des questions. Euh, j'ai jamais été sur la défensive non plus. Je suis quand même très sûre de moi, très sûre de mon choix. J'ai étudié cette option. Fait que, tu sais, j'ai des données scientifiques, j'ai des connaissances scientifiques qui me permettent d'appuyer que c'est pas juste mon expérience de moi toute seule, finalement, chez nous, avec mes enfants. Donc ça rajoute de la crédibilité, beaucoup. Il y a aussi beaucoup d'ouverture vers l'alternative. Ça questionne, mais c'est aussi, on a l'impression que c'est génial, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Fait que notamment quand j'enseignais auprès des futurs enseignants, des étudiantes au bac, quand je parlais de pédagogie alternative, alors tout de suite ça ouvrait des grands yeux, un peu d'envie des fois, parce qu'on sait que des fois dans l'école publique, ben, c'est moins facile à mettre en place. Donc je te dirais que mon expérience est pas mal positive. C'est le fun à entendre. Et moi, j'aurais une question, si je peux me permettre. Dans le programme universitaire pour les futurs étudiants, là, dans l'enseignement ou dans l'éducation, est-ce qu'il y a tu sais, c'est quoi à peu près le pourcentage qui est attribué justement à faire connaître cette alternative-là aux futurs enseignants ou chercheurs en éducation au Québec? T'as-tu une idée à peu près? Est-ce que c'est... C'est pas mal proche de 0%. Ah, OK. OK. Je pensais qu'il y avait plusieurs conférences ou quelques-unes, du moins. Il peut y OK. avoir des conférences. Je pense que c'est très informel. Il n'y a pas de cours qui vont être dédiés à ça, notamment au bac. En maîtrise, c'est un petit peu différent. Il commence à y avoir des cours sur les exceptions dans l'éducation, ce genre de pratiques-là. Au bac, je pense que les étudiantes peuvent rencontrer ce genre de personnes qui vont faire ça, comme moi ou d'autres, ou d'expériences ou de pratiques différentes, avec des chargés de cours. Comme moi, j'étais chargée de cours. Fait qu'ils vont utiliser leur expérience puis qu'ils vont l'intégrer, tu sais, dans le fond, dans leur enseignement. Moi, j'enseignais un cours qui visait à aider les étudiantes à préparer leur projet de fin d'études. Donc, c'était pas mal le moment où elles avaient un peu carte blanche pour expérimenter quelque chose pendant un stage. C'est pour ça que j'avais choisi ce cours. Fait que, tu sais, j'essayais vraiment d'aller un petit peu ouvrir les horizons, d'avoir 6 mémoires sur le meilleur système d'émulation dans les classes. Tu sais, je trouvais pas ça super pertinent. D'aller chercher des connaissances en musique, par exemple, pour enseigner aux élèves, d'aller expérimenter des pauses actives en bougeant, etc. Tu sais, là, on peut aller semer des petites graines pour que ces enseignantes élargissent leurs horizons. Intéressant. Puis donc, suite à ça, est-ce que c'était déjà au Québec ici, hein, à ce moment-là? Parce que je pense que Oui, vous avez déjà habité ailleurs aussi. oui, oui. Mon mari et moi, on est français. On est arrivés dans la vingtaine. Maintenant, je dis ça qu'on n'est plus dans la vingtaine. Puis mon mari est venu pour son doctorat. Ben, moi, j'ai suivi, évidemment. Puis du coup, j'ai fait ma maîtrise directement au Québec. OK. Donc oui, j'étais au Québec à ce moment-là. OK. Et avant que tu arrives au Québec, est-ce que c'est arrivé au Québec que tu as un petit peu plus vu ce que tu nous as partagé ou tu as vu aussi l'école à la maison ailleurs? Est-ce que tu as pu observer ça un petit peu? Est-ce que tu as pu comparer, voir les différences? Mais avant ça, je ne m'intéressais pas vraiment à ce genre de choses. Puis j'ai eu un parcours un petit peu détourné pour arriver en éducation. Puis à la base, je travaillais en formation professionnelle. Fait que j'étais même pas avec des enfants. Puis j'avais pas d'enfants moi-même. Fait que des fois, on a moins d'intérêt à aller voir un petit peu ce qui se fait. Par contre, j'avais mon expérience qui est totalement l'inverse de celle que vivent mes enfants aujourd'hui. Moi, j'ai eu une grand-mère enseignante en maternelle en France. Donc, j'ai commencé l'école à 2 ans et demi. J'y allais quelques jours, puis dès 3 ans, c'est comme vraiment à temps plein. Et puis, j'ai été toute ma scolarité dans le privé catholique. Donc, pas mal différent de ce que je vis aujourd'hui avec mes enfants. Donc, c'est sûr que j'avais un intérêt pour l'éducation, mais de là à aller vers l'alternative, c'est venu beaucoup plus tard. Puis aujourd'hui, l'école à la maison en France, c'est assez compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de restrictions.
Donc, j'ai des contacts, j'ai des clientes françaises, mais c'est sûr que le contexte n'est pas le même qu'au Québec. Mhm. C'est vraiment au Québec que tu as eu la piqûre un peu, si je peux dire, de dire ah ben moi j'aimerais que mon mémoire de maîtrise soit là-dessus ou. Oui, OK. c'est vraiment là où je me suis dit, c'est tellement une belle option pour des parents qui veulent avoir plus d'engagement que la moyenne des parents qui n'ont pas... Moi, j'ai jamais eu cette volonté de déléguer quelque chose concernant l'éducation de mes enfants. Euh, Mes enfants, tu sais, comme je m'en occupe, puis tu sais, je les ai voulus, évidemment. Je m'en occupe, puis ça me passionne de m'en occuper, puis j'aime ça, passer du temps avec eux, d'être là pour toutes les premières fois, de les connaître à 100% pour pouvoir comme former puis créer ce chemin qui leur conviendra. Donc, c'est sûr que j'avais aussi un intérêt universitaire, d'étudiante universitaire. Fait que quand j'ai pu comme, conjuguer les deux, ça a été vraiment parfait pour moi. Et quand tu as approché ton conjoint avec cet élan-là, là, de j'ai envie d'essayer ça, comment qu'il a reçu ça, comment qu'il a vu ça, lui? En fait, on n'a pas eu ce genre de discussion parce que je connaissais le sujet, puis je travaillais sur le sujet. Donc, il venait il lisait mes articles, il venait je lui parlais de mes cours, évidemment. Donc, c'était pas un sujet inconnu qui sortait un jour comme un cheveu sur la soupe. OK, si on faisait l'école à la maison. Donc, ça a toujours été une option. Je pense qu'il y avait un contexte favorable aussi parce que nous, on est tous les deux français. Donc, le système québécois, tous les souvenirs d'école, de l'école québécoise, les références, la culture, etc., nous, on l'a pas. Tu sais, l'autobus jaune, on n'a jamais eu ça. Faire des boîtes à lunch, on n'a jamais eu ça. Donc, on n'avait pas à en parler à nos enfants, on n'avait pas à leur transmettre ce genre d'informations. Fait qu'il n'y avait pas ma fille qui, à 6 ans, pouvait dire « Moi, je vais aller dans l'autobus jaune. » Tu sais, non. Tu sais, on n'a jamais eu ce genre de discussion. On a toujours été au Québec, mais on a habité une couple d'années en Europe de l'Est, au moment où ma fille avait 3 ans et 4 ans, donc au moment où, en France, l'école débute. Donc la question s'est posée, est-ce qu'on veut l'envoyer à l'école française, qui à ce moment-là n'était absolument pas accessible financièrement pour nous? Et dans la ligne du temps, là, ça, à ce moment-là, que vous êtes en Europe de l'Est, ça, c'est après Québec, Oui, avant, oui, on c'est a eu où? un petit, on est venu au Québec, on est reparti OK, quelques années plus tard, on est resté 2 ans, puis on est revenu à nouveau. OK. Fait que vous Puis avez déjà pris cette décision-là en Europe de l'Est, que est-ce qu'on oui, inscrit ou pas? ouais, Puis là, vous avez pris la décision que non. Fait que quand vous êtes revenu au Québec, vous avez comme continué sur cette lignée-là, on c'est a bien juste ça? continué. Moi, j'étais full prête, là, moi je suis toujours prête. Puis même quand on était en Europe de l'Est, j'avais commencé à joindre des groupes de homeschooling. Puis là, ce qui a été intéressant puis très pertinent pour la suite de notre parcours, c'est qu'on était dans une communauté, on parlait pas tchèque, tu sais, je veux dire, personne parle tchèque à part des gens qui sont tchèques. Donc on était dans une communauté internationale, on parlait anglais, fait qu'il y avait énormément de cultures différentes qui se retrouvaient dans le groupe de homeschooling. Donc moi, j'ai vu aussi toute cette beauté-là qui pouvait être la diversité. Alors, quand on est retourné au Québec, ma fille avait 5 ans, 4-5 ans. Puis c'est pas mal les années au Québec où ils sont tout seuls à pas être au CPE. Tu sais, je veux dire, jusqu'à 2-3 ans, il y a des mamans qui gardent les enfants qui vont pas à la garderie. Mais rendu à 4-5 ans, c'est pas mal plus rare. Fait que moi, tout de suite, j'ai créé un groupe. Donc, avec des mamans qui avaient ce projet-là de faire l'éducation à la maison, mais avec des enfants d'âge préscolaire. Parce que nos enfants sont un petit peu trop jeunes pour aller dans les groupes d'école maison, puis dans les rencontres, puis dans les activités. Donc, tout de suite, j'ai été très proactive. En fait, c'est un de mes gros points, là. Il faut vraiment être entouré, puis actif, puis avec un réseau Ouais. autour de nous. Alors, je l'ai eu très tôt, ce réseau-là. Donc, ça a vraiment facilité, finalement, toute notre acclimatation, finalement, à ce choix-là. Mhm. Vraiment inspirant. Et je pense que tu fais encore à ce jour des cafés rencontres et tout ça, fait que tu as toujours gardé cette... t'es toujours restée active à ce niveau-là, si je peux dire. Oui,
Oui, je suis très active, on peut le dire, là. C'est sûr que beaucoup de l'éducation que je vais offrir à mes enfants passe par les arts, la culture. Alors oui, j'organise énormément de choses, puis quitte à les organiser pour moi, je vais organiser des groupes scolaires, puis tu sais, comme inviter les familles de ma région, évidemment, à participer. J'ai toujours organisé des ateliers, des groupes de soutien. Ça a pris différentes formes hein, au cours des années. Mais le côté d'avoir ce réseau-là, autant pour les parents que pour les enfants, pour moi, c'est essentiel. Puis, en fait, c'est le sujet de ma maîtrise aussi, les groupes de soutien. Fait que c'est tout se connecte ensemble. Donc, je mets en pratique mes propres conclusions, dans le fond. Ouais, Et là, t'as des... Oui, excuse-moi, vas-y, Natacha. même les groupes de soutien, moi, souvent, je dis aux parents que j'accueille, là, les nouveaux parents d'école maison, c'est plus important d'aller à la recherche de vos groupes de soutien que de commencer à penser à quoi acheter comme matériel ou Absolument. comme cahier ou... Ouais. Oui, parce que les mamans se parlent, les parents se parlent, on découvre d'autres façons de faire, on découvre la possibilité d'échanger des ressources, d'organiser des choses ensemble. Puis c'est très riche finalement, puis c'est ça qu'on veut offrir à nos enfants. Et là, moi, j'ai cru comprendre aussi que tu as été présidente de la CAID pendant un bout. Ça s'est placé où, là, dans ton parcours à ce niveau-là? Puis qu'est-ce qui t'a motivé à faire, je pense, ce grand rôle-là, hein? Oui, moi je pense que tout est connecté, hein, tout arrive au bon moment. Et que quand on est retourné à Montréal après notre séjour, notre long séjour en Europe de l'Est, euh, j'ai contacté la quête, je suis allée au congrès, très important d'aller au congrès. Oui. Euh, je connaissais certains des bénévoles. En ayant fait de la recherche, j'avais quand même une certaine connaissance du milieu déjà, de ce qui se passait. C'est des personnes qui étaient très visibles. Puis j'ai signifié mon intention d'être bénévole. Donc j'ai commencé à être bénévole. Puis petit à petit, ma maîtrise puis mon doctorat étaient en éducation, mais avec une spécialité en gouvernance de l'éducation. Donc, s'impliquer au sein d'un CA, dans un OBNL, venait vraiment était très raccord avec ce que je faisais à l'université. Donc, j'ai signifié mon intention pour faire partie du CA, juste pour voir. Puis, c'est ça, je suis comme arrivée à un moment où il y avait une espèce de transition de CA, il y avait des personnes plus anciennes qui quittaient, qui avaient assez... C'est ça, qui laissaient leur place, qui avaient assez donné, puis qui passaient à autre chose. Fait que rapidement, on m'a suggéré comme présidente, puis c'est ça, j'ai accepté, puis j'ai été vraiment chanceuse d'aller recruter aussi autour de moi plein d'autres mamans hyper intéressantes et motivées. Donc, il y a eu tout le côté très social aussi, je me suis fait beaucoup d'amis. Ça a été mon cercle social aussi pendant, ben, ça l'est toujours, mais c'est particulièrement pendant toutes ces années-là. J'ai été présidente pendant 5 ans. Donc, on parle de réunions plusieurs fois par mois, de plusieurs heures de travail par semaine. Oui, très impliquée. Je peux le Oui. confirmer. Puis j'ai appris énormément de choses, des choses que je me serais pas sentie peut-être légitime d'aller revendiquer comme salarié, mais en étant bénévole, on a cette latitude qui est extraordinaire de pouvoir essayer puis se lancer. Puis je l'ai fait, tout en étant entourée de plein d'autres personnes qui apportent, c'est ça, la beauté du lien social. Donc, j'ai été vraiment très reconnaissante d'avoir pu faire ça. Je suis encore bénévole, beaucoup moins, mais c'est ça. Ça a été toute une partie de ma vie très, très importante. Hmm. Puis, selon toi, puis en plus d'avoir vu, tu sais, d'avoir étudié en enseignement et tout ça, tu peux vraiment, tu sais, avoir un petit peu la comparaison. C'est quoi, selon toi, le rôle du parent éducateur, donc dans l'école à la maison? Ça, c'est une bonne question, hein. Puis je pense que probablement que chaque parent aura sa propre définition. Euh, il y a plusieurs postures, je pense, que le parent peut incarner. Puis des fois, on se lance dans l'aventure en se disant, peu importe la raison, mais il va me falloir des cahiers, il va me falloir que je devienne enseignante. Puis c'est une remarque qu'on se fait des fois de dire, oh, je pourrais pas faire ça parce que moi, je suis pas enseignante. Ou moi, je me fais dire, oh, t'as étudié en enseignement, je comprends, c'est parfait. Non,
On n'est pas une enseignante. Fait qu'on peut souhaiter le devenir. Je connais des mamans qui ont une salle de classe chez elles. C'est parfait si ça leur convient pour leur famille. Moi, c'est pas du tout ma vision des choses. Moi, je fais ça pour vivre avec mes enfants. Puis l'éducation advient, puis arrive parce que je vis avec mes enfants. Puis parce que j'ai un intérêt pour l'éducation. C'est-à-dire que moi, en tant que parent, j'ai certaines choses que je trouve importantes de transmettre à mes enfants ou que mes enfants apprennent, développent. Donc, un certain nombre de connaissances, de compétences, mais surtout, tu sais, de savoir-vivre, de savoir-être, d'attitude. Alors, tout ça fait un espèce de gros, de gros nœud qui fait le cœur de l'éducation à la maison de la manière dont moi je le vois. Mais on peut se sentir comme un enseignant, puis vouloir vraiment transmettre ce qui est prescrit par le programme scolaire, puis c'est parfait. On peut se sentir comme un accompagnateur, donc c'est-à-dire qu'on va être à côté de notre enfant, puis on va l'accompagner. S'il a des intérêts, s'il a des penchants, on va aller chercher des ressources, on va lui offrir des encouragements, on va lui offrir du soutien. On peut aussi se placer juste comme un observateur. On va observer, laisser notre enfant évoluer à son rythme. Donc, vous pouvez voir que toutes ces postures-là peuvent se transformer ou se comprendre comme des approches pédagogiques. Ça peut être un petit mix de tout ça aussi. Donc, c'est un petit peu la manière dont je vois les choses. Puis, c'est pas mal le travail que je fais avec mes clientes. C'est quoi ta posture de parent? Comment tu veux te sentir avec ton enfant? Puis, c'est quoi ta vision? La difficulté au Québec, c'est qu'on a quand même des exigences ministérielles, il faut bien en parler, là, qui sont assez... la belle épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Puis c'est difficile, tu sais, je réalise, là, c'est difficile de se détacher de ça parce qu'on a même toujours ce petit voix en arrière qui « Oh my God, ça serait donc une belle preuve pour l'ADEME! » Bon, mais il y a moyen de faire autrement. Puis ça, je le soutiens, puis je suis pas la seule à réussir à le faire aussi. Donc, je pense que être un parent éducateur, c'est aussi beaucoup mettre l'accent sur être un parent, puis quel parent est-ce qu'on veut être. Puis ça peut être toutes sortes de réponses Et possibles. est-ce que tu dirais que ce que tu as appris dans tes cours au niveau de l'enseignement, est-ce qu'il y a certaines choses que tu te sers vraiment au quotidien dans ton école maison ou est-ce que ça t'a plus emmené, exemple, une assurance? Tu sais, de quelle façon tu vois ça, que tu as l'impression? Qu'est-ce que ça t'a emmené? Je pense que de manière externe à moi, ça m'a amené une crédibilité. Pour moi, c'est rare que je retourne dans mes cours pour aller voir comment on enseigne telle affaire. En fait, je le fais jamais. Des fois, je l'ai fait par curiosité. Tu sais, je suis retournée, ma licence, donc mon bac, je l'ai fait en France. Puis des fois, je suis retournée dans le cours de philosophie de l'enfant parce que j'avais comme des questionnements où je voulais me rappeler des choses. Mais je vis quand même de manière très organique. Donc, je suis beaucoup notre rythme de famille, l'âge de mes enfants, puis tout en gardant ma vision en tête. Donc, probablement que ça m'a aidé à comprendre un petit peu plus le vocabulaire scolaire, la manière dont on fait la différence entre une connaissance, une compétence, tout ce genre de choses. Tu sais, quand je lis parfois le programme du Québec, je suis pas complètement déboussolée, c'est correct. Mais c'est pas une préparation essentielle du tout. Non, c'est ça, c'est... Ben, même que ça me fait un peu rappeler que, tu sais, toi, t'avais comme quand même une base, mais un parent éducateur qui a aucunement une base dans le milieu de l'éducation ou de l'enseignement, ben, comme tu parles, tu dis les termes là, qu'on apprend, le vocabulaire là, du monde de l'éducation, ben, on l'apprend, mais sur le tas. Puis aussi, je trouve ça intéressant, tes différentes positions par rapport aux parents éducateurs, parce que ça valide beaucoup, tu sais, sur les différentes approches que les parents éducateurs se positionnent, en fait, là. Je trouve ça très validant de voir cette diversité-là aussi auprès des parents. Fait qu'on n'est vraiment pas obligé d'adopter le rôle de l'enseignant comme on s'imagine, là.
c'est ça. Hmm, Je trouve ça vraiment intéressant, ce que tu apportes. merci. Et est-ce que tu adhères à un type de pédagogie en particulier? J'adhère à toutes les pédagogies du moment que c'est alternatif. Puis, je pense que j'ai testé beaucoup de choses dans ma famille parce que ça fitait à ce moment-là. Puis, probablement quelques mois ou années plus tard, ça fitait plus. Fait que j'ai changé. Fait que, tu sais, j'adhère à la pédagogie de la flexibilité. Mais, ceci étant dit, euh, quand mes enfants étaient plus jeunes, jusqu'à ce que ma fille soit autour de peut-être 8, 9 ans, on a été très unschooler, éducation informelle, de jeux, c'est ça, beaucoup de liberté. Euh, et depuis quelques années, je propose beaucoup plus de choses parce que c'est une demande puis un besoin de la part de mes enfants. Euh, donc, je m'inspire beaucoup de la pédagogie Charlotte Mason, que j'inclus dans de l'apprentissage par projet. Donc, c'est un espèce de mélange des deux, mais c'est assez représentatif, finalement, de notre vie aujourd'hui, de tous les jours. Et est-ce que tu voudrais, si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui connaissent pas Charlotte Mason puis qui connaissent pas l'apprentissage par projet, est-ce que tu voudrais nous résumer un petit peu, toi, comment tu utilises dans ta famille pour donner une idée justement de ce que c'est? Oui, Charlotte Mason, c'est une pédagogue anglaise euh, qui était contemporaine de Maria Montessori, mais qui est un petit peu moins connue. Et il y a plusieurs gros piliers dans son approche pédagogique. Dans le fond, le premier, c'est les livres vivants. Donc, on se base beaucoup sur de la littérature. Les livres vivants, c'est des livres qui sont écrits par des passionnés. Donc, quand tu les lis, c'est pas un documentaire stérile et sec qui ne donne vraiment pas envie de lire. Non, c'est des livres qui te transportent parce que c'est des passionnés qui l'ont écrit, puis qui sont toute la base de l'apprentissage. Euh, donc, on parle de beaucoup de lecture à voix haute, de lecture offerte, de read aloud, que je fais avec mes enfants, qui sont suivis, puis c'est le deuxième gros pilier, selon moi, de Charlotte Mason, par la narration. La narration, c'est redire dans tes mots ce que tu as compris de ta lecture. Des fois, mes enfants lisent tout seuls, ou de la lecture que tu as entendue. Puis la narration, je trouve que c'est un outil extraordinaire parce qu'il s'adapte à tous les âges et tous les niveaux. Brièvement, j'ai commencé à mes enfants par faire uniquement de la narration orale. Donc, je lisais de un paragraphe à quelques pages et chacun de mes enfants, ou une fois sur deux, devait me redire dans leurs mots ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont retenu, ce qui les a intéressés, sans aucune intervention de ma part. Donc, vraiment leur laisser cette liberté-là d'aller revivre. Puis le fait de revivre et de repenser à ça, tu l'inscris une deuxième fois dans ton cerveau. Donc, c'est comme un apprentissage. Il y a la notion d'apprentissage qui revient en spirale. Ben, c'est la base de ça. La narration peut être orale. Donc, beaucoup, on va parler, on va discuter. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce que tu as retenu, etc. J'ai fait ensuite des transitions à la narration, à l'écrit, qui a pris une première façon, finalement, en dessinant. Parce que l'entrée dans l'écriture peut se faire plus tard. Moi, j'ai une fille qui est dysorthographique, donc l'entrée en écriture se fait beaucoup plus tard. Donc là, tu vas aller dessiner. Donc tu vas aller dessiner, ça peut être le peintre dont on a parlé, ça peut être le roman qu'on a lu, ça peut être... Bon, peu importe, tu vas aller dessiner. Tu peux aussi dicter. Donc moi, je fais la scripteuse. Donc mes enfants vont me dicter dans leurs propres mots et je vais écrire sans changer, sans reformuler, sans améliorer. Hein? Des fois, il y a des phrases où il y a des et des et puis des et puis des et, puis on a le goût qu'il y a un point qui arrive, puis il n'arrive pas. Mais c'est correct. C'est vraiment l'entrée dans l'écriture. Donc, je vais écrire pour eux. Parce que toute la compétence écriture, le geste d'écriture, c'est long à arriver. Puis moi, je suis assez partisane de laisser le temps à nos enfants de se rendre là avant de leur mettre des exigences puis de leur imposer des choses. Donc, j'ai beaucoup écrit pour mes enfants. Puis là, bon, pour ma plus grande notamment, on est rendu dans la narration écrite. Donc, c'est elle qui écrit. Au départ, ça peut être une phrase. Donc, c'est sûr que toutes ces idées vont pas se rendre sur son papier. Elle peut me les dire à l'oral, je peux les écrire, elle peut les dessiner, mais petit à petit, elle va écrire une phrase.
Puis peut-être pour faire une avance rapide, aujourd'hui, ma fille a 12 ans. Quand je lui demande de me faire une narration, comme c'est le cas cette semaine, elle peut m'écrire une page. Elle est dysorthographique, il y a une faute à chaque mot, c'est correct. Ses idées sont là, ses phrases sont formées parce qu'elle a eu le temps de penser à ses phrases. Elle a eu le temps de penser à ses idées. Puis le geste d'écriture n'est plus un enjeu rendu à ce moment-là. Donc c'est tout le concept de la narration que je trouve qui s'applique, puis je ne l'ai pas précisé, mais qui s'applique à toutes les matières. Je leur fais faire des narrations en français, évidemment, mais on fait très peu de français, mais en français, en histoire, en géographie, en sciences, qui prennent aussi le format de rapport d'expérience aussi. En art, en musique, quand on parle d'un compositeur. J'ai même fait faire j'ai dit à mon garçon de faire une narration en mathématiques il y a quelques jours. Donc, il m'a fait des schémas, puis il a écrit des mots avec c'est quoi le périmètre, puis c'est quoi une arête. Puis, donc, c'est vraiment un outil qui s'applique de partout. Puis ça, je trouve ça vraiment très extraordinaire. Et le troisième gros pilier de Charlotte Mason, c'est aussi toute l'observation puis le monde extérieur. Donc, c'est passer beaucoup de temps dehors, c'est avoir un journal de la nature, c'est dessiner ce qu'on observe, c'est suivre les saisons. Alors, c'est une pédagogie qui est très, très cohérente avec un contexte d'éducation à domicile parce que l'oralité, la lecture, passer du temps dehors, c'est des choses qui sont facilement à mettre en place puis qui prennent pas de matériel dispendieux ou autre. Donc, c'est pas mal ma vision de la pédagogie Charlotte Mason. Il y a d'autres petits points qui sont intéressants dont je me sers, notamment de faire attention à la capacité de concentration. Donc, dans les pédagogies, dans les, curriculums de Charlotte Mason qui proposent des progressions clés en main, etc., souvent, il y a c'est 20 minutes par matière. Donc, il y a des familles avec qui ça va super bien. Moi, je vois que mes enfants ont besoin de moins de changements. Puis, de changer de matière aux 20 minutes, ça me demande pas mal plus de préparation aussi. Ouais. Là, ça me donne le goût de recommencer l'école Mason, à t'écouter parler avec l'approche pédagogie Mason. Puis, il y a des choses là-dedans aussi que je suis allée chercher ça un peu, puis tout ça, mais c'est vraiment intéressant d'entendre parler. Moi, c'est la première fois que j'entends quelqu'un parler de la pédagogie Charlotte Mason comme ça, avec les piliers, puis tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant. J'ai le goût de recommencer l'école Mason. Et pour apprentissage par projet, pour les gens qui ne connaîtraient pas, comment toi tu l'utilises? Oui. L'apprentissage par projet, je trouve, vient beaucoup, beaucoup soutenir la motivation. Tellement. Donc, je fais un espèce de mix de projets, de plusieurs approches, en gardant en tête cette vision dont j'ai parlé de moi, j'ai des choses que je veux transmettre, puis j'ai des choses auxquelles je veux que vous soyez exposés. C'est sûr que ça varie selon les projets, mais en général, j'essaye d'avoir un espèce de moment clé, tu sais, une visite qui s'en vient, une activité, quelque chose, puis je bâtis un projet avant ça. Fait que tout le projet est comme stimulé par cet événement qui s'en vient, et en même temps, on profite de l'événement à fond parce qu'on est full préparé. Puis je peux prendre un exemple. L'année dernière, on a été voir l'exposition Monde disparu à Montréal, qui est une exposition en réalité virtuelle. Donc, on a des casques, puis on se promène, puis on revit toute l'évolution depuis l'apparition de la vie sur la Terre, tu sais, les premières bactéries. Nous, on a passé 4 mois avec mes enfants à parler de ça. Fait que je peux vous dire qu'à rendu avec nos casques puis en se promenant, ils savaient ce que c'était qu'un trilobite, puis ils savaient ce que c'était que les dinosaures, puis quand est-ce qu'ils avaient disparu. Puis... Fait que ce côté-là d'avoir toute une préparation, je le trouve extrêmement motivant. Après, pour le projet en lui-même, généralement, je dédie des moments dans la semaine, des coupes d'heures par jour, 2-3 fois par semaine, qui va être dédié au projet. Puis généralement, sur ces 2 heures-là, j'ai 1 heure où c'est moi qui propose quelque chose de manière ritualisée. Ce que je veux dire par ritualisé, c'est que ça revient tout le temps. Moi, j'ai un de mes enfants qui a besoin d'avoir des choses qui reviennent tout le temps. Fait que le projet, par exemple, qu'on fait en ce moment, on lit un livre qui est assez long. Fait que je commence toujours par lire 2 ou 3 chapitres
Ensuite, on fait la narration de ce que j'ai lu. Donc là, en ce moment, j'écris beaucoup pour eux. Puis après, sur le contenu qu'on a lu, c'est un livre qui est historique. Donc, on passe de siècle en siècle. Fait que pour chaque siècle qu'on a couvert dans l'histoire, dans le roman, mes enfants vont avoir cette liberté-là d'aller explorer ce siècle-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'au départ, moi, j'ai sorti des livres. Très concrètement, on est sur l'époque de l'Empire romain. Fait que j'ai sorti mes livres sur l'Empire romain. J'en ai pris à la bibliothèque. Et je fais des suggestions. OK, tu pourrais aller lire ce livre. Est-ce que ça t'intéresse d'explorer un peu plus ça? Tu sais, des fois, ça vient d'eux. Mon garçon, le toit, a construit une forge celtique avant qu'il se fasse envahir par les Romains. C'est tout seul. Ma fille, souvent, choisit des beaux livres, puis elle reproduit des illustrations en expliquant en légende qu'est-ce qu'elle a fait. Donc, l'avantage, c'est qu'on touche à toutes les matières. On a eu un moment où on parlait la forêt qui brûlait. J'ai pris une expérience sur est-ce que ça brûle. Puis on a fait ça, puis ils ont fait une narration écrite sur l'expérience qu'on venait de faire. Fait que tout est comme inclus l'un dans l'autre. Ce qui fait qu'il n'y a pas de temps mort, mais il y a aussi toute cette diversité, puis cette liberté qu'ils ont à partir de ce qu'on a fait ensemble en famille, vous allez aller plus loin, chacun selon vos nuances, vos intérêts, etc. Un exemple, mettons, hyper concret, cette semaine, mon garçon avait aucune idée quoi faire. On a lu un autre livre sur les cités romaines, puis après il m'a dit j'ai aucune idée quoi faire. Moi on me dit pas ça là, j'ai aucune idée quoi faire, parce que moi je vais t'en trouver des trucs à faire. Je lui ai proposé, est-ce qu'on va construire une cité romaine, les plans d'une cité romaine, ensemble? On a fait le périmètre, l'air, etc. Donc, je pense que c'est vraiment une question aussi d'avoir confiance. C'est sûr que j'ai de l'expérience, j'ai fait ça pendant plusieurs années, puis c'était moins fluide au départ. Mais j'essaye vraiment, mon rôle à moi en tant que parent, c'est je donne le thème, je donne un rituel, puis je vous accompagne ensuite à aller plus loin. Mais le aller plus loin, il vous appartient. C'était ma prochaine question, justement. Si toi, tu choisissais un thème, puis que là, selon leurs intérêts, tu allais selon ça, ou comme moi, ce qui me motive vraiment ma fille, c'est que souvent, je vais lui dire, bon, dans les prochaines semaines, de quoi vous avez envie de parler? Puis là, ils vont me nommer des choses, tu sais, comme là, on est dans les baleines. Là, ils m'avaient nommé qu'ils voulaient parler des baleines. Fait que là, j'ai monté un projet pour aller toucher tout qu'est-ce que je voulais de toute façon leur montrer, mais à travers les baleines. Fait que moi, j'ai vraiment là, Puis, est-ce qu'on va toujours pouvoir y aller de cette façon? Je sais pas, là. Mais comme nous, en ce moment, c'est vraiment, ils me nomment, puis tu sais, je leur demande pas pour dans 6 mois, parce que clairement que dans 6 mois, probablement, ils vont être passés à autre chose, tu sais. Fait que j'essaie, comme sur leur moment, de demander qu'est-ce qu'ils ont envie de parler les prochaines semaines. Puis là, quand ils me donnent justement un sujet, là, la motivation est vraiment là, parce que tu sais, c'est comme à ce moment-là qu'ils ont cet intérêt-là. Donc, toi, si je comprends bien, tu vas plutôt inversement, tu vas proposer un thème, puis après ça, ils vont avoir certaines libertés d'aller vers des intérêts en lien avec ce thème-là. Le thème est quand même co-construit. Tu sais, là, par exemple, le livre en question qu'on lit, c'est l'histoire de Notre-Dame de Paris en 100 épisodes. Donc, on s'en va à Paris visiter Notre-Dame de Paris. Tu sais, il y a quelque chose qui, qui est intéressant pour eux. Puis, quand on a dit, on s'en va en France, voulez-vous aller passer quelques jours à Paris? Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de visiter? Notre-Dame de Paris. S'ils m'avaient pas cité ça, est-ce que j'aurais fait ça? Je pense pas. Donc, c'est comme une espèce de la poule ou l'œuf, là. Je sais pas trop qu'est-ce qui est venu en premier, mais c'est quelque chose qu'on fait ensemble. La petite nuance, je pense, oui, je leur demande en début d'année, est-ce que vous avez des intérêts particuliers? Est-ce que vous aimeriez faire telle affaire en particulier? Il y a des idées, oui, je les prends, puis on travaille là-dessus. En général, avec toutes les idées, j'arrive à trouver de quoi qui touche à tout. Mais ça arrive, il y a des projets, on fait pas de mathématiques du tout. Puis ça, c'est un peu mon côté de anciennement très unschooleuse, c'est correct, et ça reviendra plus tard. Je te dirais pas que la motivation est 100% présente. Tu sais, si je leur dis, OK, on a nos 2 heures, on fait notre projet, ou vous allez jouer aux jeux vidéo, bon, hein, je vous laisse deviner la réponse. Mais c'est le côté, justement, l'intérêt des rituels. Puis,
moi, en tant que maman éducatrice, mes exigences portent pas tant sur le contenu, plus que sur l'implication puis la persévérance que tu mets dans tes projets. Fait que c'est arrivé qu'il y ait des fois, ma fille, elle a comme passé 1 heure suite à la lecture du siècle en question à juste regarder des livres, puis il n'y a rien qu'en est ressorti. Ça arrive, ça arrive. Tu sais, la prochaine fois, il y aura peut-être plus d'inspiration. Mais elle a passé 1 heure à lire dessus. Fait que c'est pas vrai qu'il s'est rien passé. Tu sais, elle a Mhm. retenu des choses. Donc, je pense que c'est comme un espèce de mélange entre se respecter tous. Je veux respecter leur liberté puis leurs intérêts, mais je veux aussi me respecter moi comme parent éducateur. Tu as parlé aussi en story, je pense, il y a quelques jours, que tu avais toujours privilégié, tu sais, d'avoir une journée ou deux par semaine, que tu peux avoir du temps pour toi, puis de te concentrer sur tes projets. Puis j'imagine quand justement tu as des rencontres avec tes clientes, les accompagnements et tout ça. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton fonctionnement à ce niveau-là? Oui, oui. Moi, ça a été quand même assez essentiel pour moi parce que j'ai toujours eu d'autres projets que l'école maison. Donc, j'avais besoin de temps. J'ai comme des souvenirs de mes 2 grands vraiment petits où j'étais en train d'écrire mon mémoire de maîtrise, puis je travaillais 3 heures chaque soir, puis tu sais, j'étais épuisée, tu sais, vraiment. Fait que dès que mes enfants ont eu, c'était peut-être ma fille 5 puis mon garçon 3 ans, tu sais, j'ai dit non, moi, il me faut du répit. Tu sais, il faut qu'il y ait quelque chose du répit. Alors, ça a pris toutes les formes au cours des années. J'ai eu, euh, au départ, une gardienne qui venait à la maison 1 journée par semaine. C'était plus facile, puis en fait, c'était moins difficile pour mes enfants qu'elles viennent chez nous, puis que moi, je parte. J'ai eu des fois mon conjoint, quand lui était étudiant, qui prenait une journée, puis que moi, je pouvais partir faire autre chose. J'ai fait des échanges avec d'autres familles. Fait qu'une fois par semaine, on se tournait les enfants, on s'échangeait les enfants à 3 familles. Fait que, tu sais, on avait comme 5, 6 enfants chez nous. Euh, Ils ont aussi fréquenté un service de garde pour homeschoolers, donc fait par une maman d'école maison, où ils allaient 1 journée par semaine, puis même 2 journées pendant la pandémie, parce qu'évidemment, il y avait comme moins d'activités possibles. En ce moment, ils font 1 journée dans une forest school, donc un groupe d'activités en nature, donc bon, juste mes 2 plus grands. Euh, c'est ça. J'ai toujours essayé d'avoir ce répit-là. Ils ont été un petit peu dans des centres d'apprentissage. Mon garçon, il va encore un petit peu, une fois, une demi-journée par semaine, parce que je trouve que ça lui fait du bien d'être sans sa sœur, un petit peu, tout seul avec ses amis. Euh, donc, c'est ça. Je me suis toujours organisée parce que la maman est quand même le cœur de la famille. T'sais, si moi je m'effondre, là, il y a quand même pas mal de choses qui vont se casser la figure. Donc, il faut aussi que je puisse prendre soin de ça, puis de pouvoir aussi avoir mes projets à moi qui avancent, que j'ai ce sentiment que mes projets avancent aussi. Puis des fois, ça fonctionne pas. Comme j'ai dit tantôt, j'ai arrêté mon doctorat parce que il me fallait comme des journées de 7, 8 heures devant moi pour pouvoir écrire, puis je les avais pas. Fait que c'est correct, je passe à autre chose. Puis j'ai donné à ce moment-là beaucoup d'heures à la quête. Fait que j'ai fait des fois jusqu'à comme 10 heures par semaine. Euh, mais c'était plus fragmenté dans ma semaine, donc ça allait mieux avec ma routine familiale. Mais c'est bien ce que tu apportes parce que c'est vrai, tu sais, quand tu dis les mamans, souvent, c'est parce que c'est les mamans qui font les apprentissages en famille, mais si on prend pas le temps ou qu'on conscientise pas qu'il faut prendre du temps pour nous, puis que, mettons, qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus, ben là, le projet d'école à la maison, il est cop, hein, de tout ça. Fait que c'est vrai que c'est important de le rappeler. Puis c'est facile, hein, de toujours, je prendrai du temps pour moi plus tard, là. Tu sais, la priorité, c'est les enfants puis l'école maison, mais ouais, c'est bien Ouais. de se le rappeler. Je pense C'est qu'il faut ça, faut avoir pas une se vision. perdre. Je pense qu'il faut avoir une vision à long terme. Tu sais, mes enfants entre 0 et 4 ans, je sais pas, le modèle de mes enfants sont pas prêts là, à être séparés de leur maman, probablement pas juste les miens. Mais même quand à ce moment-là, j'avais essayé des haltes garderies, tout ça, ça fonctionnait pas du tout. Donc la gardienne à la maison, c'est ce qui avait fonctionné à ce moment-là. Fait que je pense qu'il faut être à l'écoute aussi de comment ça se passe pour eux. Oui, puis ça me parle beaucoup parce que moi, justement, j'ai un emploi à temps partiel que j'ai voulu, tu sais, conserver parce que je voulais avoir
m'épanouir aussi professionnellement en plus de l'école maison. Puis, fait que moi aussi, ma fille, elle a déjà fréquenté un centre d'apprentissage à 1 ou 2 journées semaine. Puis là, maintenant, ils vont dans un camp nature, les deux, une fois Ouais. semaine, que ça me laisse du temps justement pour, tu sais, que ce soit le projet du podcast, que ça soit justement mon emploi quand j'ai des rencontres avec des clients. Puis j'ai l'impression que c'est une réalité qu'on voit de plus en plus aussi. J'ai l'impression peut-être depuis la COVID là, qu'on le voit plus. Est-ce que c'est tu sais, le travail à distance qui est devenu plus commun, peut-être que ça l'a fait partie de ça, de rendre ça plus accessible, plus d'emplois à distance permettent d'un petit peu jongler entre Mais plusieurs. ouais, c'est quelque chose qu'on voyait moins avant la COVID. C'était plutôt souvent le modèle type, là, la maman qui mettait une pause sur sa carrière pour se dévouer à l'école maison. Mais moi, je trouve, en tout cas, depuis qu'il y a eu la COVID, il y a eu comme toute une vague de parents qui se sont mis à devenir des parents éducateurs, mais qui voulaient garder quand même leur emploi à temps partiel. Ou puis aussi la flexibilité là, de pouvoir faire des conférences à distance aussi, a donné accès à des emplois qui étaient réalisables à la maison, puis c'est ça, toute cette flexibilité-là. Oui, puis il y Est-ce a eu qu'on aussi cette démocratisation de centres d'apprentissage, journées en nature, Ouais, euh, qui était moins fréquente avant. Avec ce besoin, tout ce besoin qui vient combler aussi le besoin des enfants d'être comme avec leurs amis, avec d'autres enfants aussi, qui pouvait être répondu par les groupes. Mais là, ça combine du temps pour le parent, puis cette opportunité-là pour les enfants. Fait que c'est parfait. Exact. Puis pour compléter, si quelqu'un qui nous écoute est en réflexion, pense à faire l'école à la maison, est pas sûr, tu sais, il hésite, qu'est-ce que tu lui dirais? Si tu avais quelque chose à lui dire, tu lui dirais quoi? Mais moi, je dirais déjà d'écouter sa petite voix intérieure. Tu sais, est-ce qu'il a le goût de passer beaucoup de temps avec ses enfants? Tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui va lui permettre de s'épanouir? Puis, tu sais, est-ce qu'il va aimer ça? Faut pas le faire par obligation. Je pense que vraiment la volonté du parent, c'est l'argument numéro un. Puis c'est la chose qui va faire que ça va fonctionner ou pas, si tu te sens obligé. C'est sûr qu'il y a des exceptions dans le sens, c'est si ça va vraiment pas à l'école, on veut donner du répit à un enfant, etc. C'est d'autres contextes. Euh, mais la première chose que je dis, c'est as-tu le goût de le faire? As-tu le goût de mm, t'engager? As-tu le goût de vivre les moments forts, puis les moments un peu plates que tu vas définitivement vivre au fil des mois? Puis la deuxième chose que je dirais, c'est trouve-toi un réseau. Va rencontrer des parents de ta région, va au congrès de la CAID, inscris-toi sur les groupes dans les réseaux sociaux. C'est là où tu vas pouvoir prendre confiance, voir que les autres parents, ils ont les mêmes doutes que toi, les mêmes enjeux aussi probablement. Fait que tu sais, c'est sûr qu'à plusieurs, on est vraiment plus fort. Puis c'est pas une blague, là. C'est pas juste un proverbe, c'est vrai. Puis l'autre chose que je dirais aussi, c'est aussi de prendre son temps. Natacha, tu l'as dit tantôt, là, mais te précipite pas à acheter comme 14 000 curriculums. Prends relax, tu sais, commence à aller beaucoup à la bibliothèque, regarde ce que vous avez chez vous. Prends le temps de connaître ton enfant. Des fois, dans la routine puis l'excitation, tu sais, qu'est-ce que ton enfant, il aime faire? Tu sais, est-ce qu'il aime aller dehors? Parfait, tu sais, comme c'est plutôt des livres sur la nature, puis vous allez vous promener. Est-ce qu'il aime les jeux de société? Est-ce qu'il aime lire? Partir de ça est généralement beaucoup plus facilitant parce que c'est quand même toute une responsabilité. Fait que si en plus, tu te crées des situations d'opposition, mettons que l'ambiance familiale va pas être super motivante puis engageante pour tout le monde pour poursuivre. Euh, Fait que c'est ça, prendre du temps, puis ça va venir, puis ce qui marche cette semaine marchera plus la semaine prochaine, puis c'est correct, tu vas trouver des nouvelles manières. Puis c'est pour ça, puis c'est ça en fait qui est intéressant. Moi, je vois aussi tout un intérêt à ça parce que, tu sais, Natacha, tu disais tantôt, les mamans étaient plus, on met en pause notre carrière, etc. Moi, je pense que ma carrière, elle continue, puis que j'apprends énormément en faisant ça, puis que toutes les connaissances puis les compétences que je développe, elles sont valables. Puis si tu demandes mon CV aujourd'hui, j'ai une grosse partie de mon CV, c'est d'être mère éducatrice. Puis je te détaille par A plus B pourquoi ça m'a rendue extrêmement compétente dans beaucoup d'affaires. Donc, c'est de voir vraiment ça comme un projet.
Ouais, je suis d'accord avec Très ce que tu inspirant. dis. Ouais, Mm. c'est vrai que, en tout cas, de mon expérience de l'aventure d'école maison, j'ai développé des compétences que j'avais pas nécessairement besoin dans mon domaine d'expertise d'avant. Puis oui, effectivement, c'est vrai qu'on va chercher aussi des compétences dans notre domaine pour soutenir nos enfants aussi, là, c'est clair. Mais ouais, vraiment. Puis il faut que le parent ait la volonté et le goût aussi d'être avec ses enfants puis de les accompagner, tu sais. Moi, je pense que c'est pas mal pour tous les enfants, l'école maison, mais tu sais, c'est ça, il faut que le parent, à la base, je pense que c'est plus du parent, là, il faut qu'il ait le goût de ça, qu'il ait le goût de partager ça quotidiennement avec ses enfants. Puis comme tu dis, les hauts et les bas, puis Puis je trouve ça le fun aussi, tu sais, moi, de pouvoir montrer à mes enfants qu'il n'y a pas juste le modèle, mettons, de parents. Et le jour où tu as des enfants, tout se met sur pause, puis tu sais, tout arrête, puis il n'y a rien d'autre qui existe. Tu sais, j'aime ça pouvoir montrer, ben on peut être parent, puis continuer à s'épanouir quand même, continuer à avoir des projets, continuer à être créatif. Puis justement, au pays, c'est qu'ils vont juste voir qu'on est heureux à travers tout Ouais. qu'est-ce qu'on accomplit. Fait que je trouve ça le fun aussi que mes enfants puissent voir ça aussi et non juste des fois le modèle, tu sais, soit le parent travaille, soit il est à la maison, tu sais, que ça peut comme pas se combiner, là. mhm. Puis en grandissant, c'est de mieux en mieux. Tu sais, dans le fond, les projets qu'on fait aujourd'hui, là, moi, j'ai aucune idée comment on construit une cité romaine. Tu sais, j'ai appris autant qu'eux. Mhm. Euh, c'est sûr qu'au tout début du primaire, bon, généralement, c'est moins le cas. Mais nous, on est rendu au secondaire maintenant. Puis, tu sais, c'est intéressant. Ça devient passionnant pour moi. Ça l'était déjà. Mais tu sais, ça prend un autre niveau à ce moment-là aussi. Je le dis parce qu'on perd beaucoup de jeunes au secondaire. Fait. Ouais. Oui, puis ben c'est ça. Puis au secondaire, tu sais, ils ont leur autonomie, puis, tu sais, on découvre leurs intérêts, puis en quelque part, ils nous font vivre leurs intérêts, Mhm. fait que c'est vraiment le fun. Ouais, c'est riche, effectivement. Puis donc, tu nous avais déjà parlé de tes services, là, ce que tu offrais pour les parents éducateurs. Est-ce que pour conclure, t'es très présente sur les réseaux sociaux, tu es active, tu partages des choses de ta famille, vos façons de faire, tu partages des cahiers, des choses que vous aimez et tout ça. Donc, si les gens veulent s'assurer de pouvoir voir ce que tu partages, c'est quoi, c'est où qu'on peut te trouver? Je suis sur Facebook. Donc, ma page publique s'appelle Marine Dumont, Éducation alternative en famille. Puis, je suis sur Instagram aussi. Puis, mon pseudo, c'est Marine en homeschooling. Donc, je partage principalement sur ces deux plateformes-là. Pour les personnes plus locales, j'organise des cafés-rencontres pour les mamans. Donc, un petit moment une fois par mois sans enfants pour partager ce qui va et ce qui ne va pas, surtout. Donc oui, principalement sur les réseaux sociaux, puis sinon sur mon site web pour toutes mes autres services. Donc c'est marinedumont.com. J'envoie notamment une grosse infolettre chaque mois. Donc c'est beaucoup de lecture en perspective. Donc c'est les bons moyens pour me rejoindre. Puis je réponds très facilement sur Messenger ou autre. On va tout partager de toute façon les liens dans la description de l'épisode. Ça complète déjà pour aujourd'hui. On aurait tellement de choses qu'on aurait pu rentrer en profondeur, mais je pense que, tu sais, pour que ça reste quand même un épisode tu sais, qui s'écoute bien pour les parents éducateurs, que déjà, des fois, une heure, il faut qu'ils séparent en quelque chose pour pouvoir l'écouter. Mais j'aimerais bien ça qu'on puisse faire peut-être une partie 2 mais aller plus dans le concret, dans le Mhm. quotidien, dans Mais les oui, outils et tout ça. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Puis d'ici là, ben merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'être venu partager avec nous. C'était super intéressant. Je ressors, moi, merci. inspirée, puis j'ai hâte d'aller continuer les apprentissages. Parfait, c'est le but. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Ça fait vraiment Merci. Puis plaisir. nous, là, ça va être passé quand on va publier, mais on va certainement se croiser au congrès. Ben oui, Oui, ben oui, absolument. ouais. Samedi, je suis Oui. Oui, presque prête. oui. Super. Fait que merci encore, Marine. Un beau Merci moment. à vous deux. Merci. Bonne Bye journée. bye. Bonne journée. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode de Comme un jeu d'enfant.
D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous à apprendre et surtout, faites-le à votre façon. Comme un jeu d'enfant, c'est un projet indépendant porté par 2 mamans passionnées et il a besoin de vous pour continuer à grandir. Vous êtes une entreprise, un organisme ou un acteur engagé dans le monde de l'éducation, de la parentalité ou de l'enfance? Devenez commanditaire ou partenaire du podcast. C'est une belle occasion de faire rayonner votre mission tout en soutenant une initiative pensée pour les familles par des familles. Avis de non-responsabilité. Les opinions exprimées dans ce podcast sont celles des animatrices et invités et ne reflètent pas nécessairement celles de leurs commanditaires, partenaires ou organisations affiliées. Les informations partagées sont fournies à titre informatif seulement et ne constituent pas des conseils professionnels, médicaux, juridiques ou éducatifs. Les auditeurs sont invités à faire preuve de discernement et à consulter des professionnels qualifiés pour toute situation particulière. L'équipe du podcast ne peut être tenue responsable des conséquences découlant de l'usage des informations présentées.